La saison 4 du podcast de Flash Formation vous est présentée par Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire chez Multiprêt Hypothèque. Que ce soit pour le refinancement, l'achat ou la préautorisation hypothécaire, communiquez avec l'équipe de Francis Perrault-Varin pour avoir le meilleur taux au meilleur prix. Salut tout le monde et bienvenue à votre épisode du podcast de Flash Formation. Cette semaine, un épisode un peu spécial. On fait un retour en arrière. J'ai envie de vous faire revisiter la saison 1. Récemment, je donnais une formation et puis on parlait du rôle du bonhomme et ça m'a fait penser qu'on avait fait un épisode tellement intéressant avec Luc Bertrand, qui est évidemment qui est un bonhomme, un retraité du service incendie qui continue d'être actif dans le domaine et qui a une façon tellement intéressante de présenter le leadership et surtout le leadership sans les grades. Donc, vraiment faire la distinction entre le pouvoir formel et le pouvoir informel. Donc, sans plus tarder, je vous laisse écouter cet épisode de la saison 1 du podcast de Flash Formation. Et restez à l'écoute parce que la semaine prochaine, on a un nouvel épisode hyper intéressant avec vous. Je vous en dis pas plus. À bientôt! Bonjour à tous, ici Marc-Antoine Jeté pour le podcast de Flash Formation, le podcast qui est produit par des pompiers et pour des pompiers. On reçoit des invités pour discuter de sujets qui touchent de près ou de loin à l'incendie, que ce soit des sujets de formation, tactique de combat, vie de caserne, leadership, bref, tout ce qu'il faut pour faire évoluer notre domaine. Et là, on est déjà rendu à notre 3e épisode qu'on enregistre aujourd'hui. J'aimerais remercier les auditeurs qui nous ont appuyés, qui ont écouté nos premiers épisodes qu'on a lancés la semaine dernière en simultané. C'est-à-dire qu'on a sorti vraiment les 2 premiers épisodes en même temps. Et pour la suite, comment qu'on voyait ça, c'est qu'en fait, on aimerait pouvoir diffuser une émission par semaine d'ici au temps des fêtes. Donc, c'est un peu la façon qu'on veut fonctionner. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, en fait sur les pages de Flash Formation, tant sur Facebook que Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, mais aussi à communiquer avec nous pour toute question, que ce soit en lien avec les émissions ou encore pour nous partager vos suggestions de sujets. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Qu'est-ce qui vous intéresse en fait? Plusieurs d'entre vous nous écoutent actuellement sur Spotify, ça semble être la plateforme la plus utilisée, mais on est aussi disponible sur Amazon Music, sur Apple Podcasts et sur iHeartRadio. Donc voilà les différentes manières de nous écouter sur les plateformes. Là, sans plus tarder, aujourd'hui, j'ai le plaisir, le privilège de recevoir quelqu'un d'expérience. En fait, notre invité d'aujourd'hui, M. Luc Bertrand. Luc est un pompier qui est retraité du service incendie de Montréal où il a travaillé pendant 30 ans. Il est également instructeur chez Flash Formation. En plus d'avoir participé à plusieurs mises à feu de bâtiments, en tant que responsable H2O, Luc a développé les cours d'alimentation en eau dans le programme de Flash. Hey Luc, bienvenue au podcast de Flash. C'est un plaisir de te recevoir. Bien, merci beaucoup Marc-Antoine. Merci beaucoup pour l'invitation aussi. Écoute, c'est comme un honneur que vous ayez pensé à moi là-dedans. Donc, merci. Ça fait plaisir. Écoute, Luc, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours en incendie. Déjà 30 ans de métier pour toi. Oui, exactement. Écoute, oui, ça va vite. 30 ans, j'ai l'impression que je suis rentré hier, mais oui, déjà 30 ans de fête. Une première retraite. J'ai une première retraite parce que maintenant, je travaille pour une escouade d'incendie pour le tunnel Louis-Hippolyte à Fontaine. Mais pour revenir à la base, service d'incendie de Montréal. 30 ans de service. Je suis rentré à la caserne 20 à l'époque dans le Vieux-Montréal. Et rapidement, je suis passé rapidement opérateur de pompe, opérateur de plateforme élévatrice. Ces gros trucks-là, c'était comme ma console de jeu, si on peut dire. Donc, j'ai fait à peu près 4 ans là. Après ça, j'étais allé dans le secteur Pointe-Saint-Charles. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à être instructeur des chauffeurs-opérateurs. Et j'ai toujours dit, moi, dans ma carrière, autrement dit, que ces années-là, j'ai été un peu plus que 5 ans comme instructeur des chauffeurs-opérateurs à Montréal. Et dans ces 5 années-là, je pense que c'est là que j'ai appris le maximum d'informations, autrement dit. Quand je dis d'informations, il y a d'autres choses à apprendre que juste le bagage de véhicules et de connaissances, tout ça. Ouais. Il y a d'autres choses dans le sens que le savoir-être, toutes ces choses-là qui vont venir par la suite.
on forme ça au stade, finalement, de notre carrière, tu sais. Mais donc, j'ai fait 5 ans au niveau des chauffeurs-opérateurs. Ensuite de ça, je suis parti de là pour me rendre à la caserne 27 dans le sauvetage en hauteur et espace clos. Oui. J'ai fait 13 ans à cette caserne-là et j'ai finalement fini ma carrière dans l'ouest des 5 dernières années à la caserne 59, d'où j'ai appris à devenir opérateur de citerne, parce qu'évidemment que dans le centre-ville, il n'y a pas besoin de citerne. Tu n'as pas besoin de citerne dans ce secteur-là, vraiment. Donc, tout marche par bonne fontaine. C'est quand même arrivé à l'occasion qu'on a travaillé en aspiration sur l'île Notre-Dame, entre autres. Mais je te dirais que c'est vraiment dans l'Ouest que j'ai travaillé ces connaissances-là, si on peut dire. OK. Mais si, mettons, je remonte encore plus loin que ça, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir pompier à la base? Écoute, un peu comme les petits kids, là. On voit les trucks de pompiers passer, là, ça nous allume tout le temps. Puis moi, en plus, mon père était pompier. Donc, il était pompier à la Chine. Il était 30 ans à la Chine. Et je suis allé quelques fois à la caserne, c'est sûr. J'embarquais dans les trucks, je trouvais ça wow. Quand je regardais une pompe, là, le fameux tableau d'opérateur, tu regardes ça, comment ils font pour opérer ça, ces affaires-là. Déjà plus jeune, c'était impressionnant. Oui, très, très, très impressionnant. Comme n'importe quel opérateur qui arrive la première fois devant son tableau d'opérateur, il y a de l'information là-dessus. Et encore aujourd'hui, quand je donne des formations, on s'aperçoit finalement que toutes ces informations-là que ton truck te donne, finalement, avec les cadrans, les manomètres, tous les pitons, les gadgets, on les comprend pas. On y va avec des automatismes ou des séquences qu'on a appris, la manette 1, la 2, et tu verras, l'eau arrivera. Mais c'est quand ça ne marche pas là, que le problème commence. Donc, c'est de là l'importance de connaître chacun des gadgets, tout ce qui était ajouté sur ton truck, que ce soit pompe, échelle, plateforme élévatrice. J'ai toujours dit, moi, c'est comme une grosse console de jeu. Tu sais, le petit kid là, qui joue avec son Xbox à la maison ou sa PS4 ou quel que soit le chiffre qu'on est rendu aujourd'hui, s'il passe son temps sur la console de jeu, il va devenir bon. Hein? Mais un truck, une pompe, une échelle, une plateforme, c'est la même affaire. Quelle que soit la bébelle que tu as, joue avec, puis informe-toi, puis tu vas en apprendre des choses. Puis je te parle pas encore du niveau instructeur, ça c'est autre chose. Oui. Fait que là, déjà, j'en reviens encore là-dessus. Déjà jeune, les grosses machines, l'opération des véhicules, ça t'impressionnait, ça t'a peut-être poussé dans le métier. J'imagine que tu as fait l'IPIC, tu as suivi le parcours de formation pour finalement t'en aller au CIM, c'est ça? Exactement. Donc, à l'IPIC en 88, 89 ou 89, 90, là, peu importe. Là. Donc, je suis rentré pompier à la Ville de Montréal rapidement, dans le sens qu'on avait la chance à l'époque de finir nos cours, puis ils venaient nous chercher à l'école pratiquement pour rentrer. OK, t'es dans cette génération-là, on va dire. Oui, dans cette génération-là, exactement. Donc, très chanceux d'avoir été là à ce moment-là. Puis, oui, je suis rentré très rapidement à la Ville de Montréal. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, à 20 ans, déjà pompier. Wow! Ah, ben c'est un beau parcours, c'est cool. Fait que déjà, on voit que, même plus jeune, tu regardais ton père aller, les opérations de pompe, la façon de travailler avec les camions, ça t'attirait. Ben, ma première question pour toi, parce que c'est un peu vers là où on s'enligne dans notre discussion, c'est, pour toi, c'est quoi les responsabilités d'un opérateur de pompe en caserne, mettons? En caserne. Écoute, si on commence en caserne, la première des choses, c'est de connaître ton véhicule par cœur, les composantes. Ça ne veut pas dire de comprendre comment la transmission fonctionne, c'est pas dans ces gadgets-là, mais de comprendre ta pompe, comment que ça fonctionne, les possibilités que tu as avec. Écoute, tu as une bébelle à 1 million dans les mains, là. Ben, utilise-la pour 1 million. Utilise-la pas pour dire, je vais donner une lance de premier secours, puis le reste, ben, je connais un peu qu'est-ce que j'ai à faire, mais pas trop. Non, va chercher le maximum d'informations. Deviens la pièce maîtresse, finalement, au niveau de ton véhicule, au niveau des opérations. Connaître ton inventaire aussi, connaître ton inventaire par cœur. Si on parle, mettons, de pompe en caserne, là, je viens de vous expliquer mon parcours de carrière, finalement. Et j'ai été instructeur, j'ai enseigné les pompes, j'ai enseigné les échelles, les plateformes, tout ça, mais malgré toutes mes connaissances que j'ai là-dedans, puis malgré le fait que je connais le véhicule par cœur, que je m'occupe des alimentations en eau lors des mises à feu avec flash, malgré tout ça, il n'y a pas une journée que lorsqu'on me disait « OK, Luc, tu es opérateur de pompe aujourd'hui », que je n'allais pas à mon tableau d'opérateur, que je ne faisais pas le tour du véhicule en me disant « OK, la sortie 1, 3, 5 se barre 7. La 2, 4, 6, l'autre barre. 7, 8 en arrière, 9, 10 sur le top.
OK, je donne une lance de premier secours, mon succion réservoir, blablabla, et ainsi de suite. Et là, j'établis ça dans ma tête, méthode A, méthode B, les méthodes de base, mettons pour nous autres, ou aspiration. Et c'était toujours comme ça. Mais ça me prenait combien de temps à faire ça? 5 minutes? En forçant? Ah oui, Fait que c'est pas long. c'est de la base. Tu sais, c'est le fun d'aller à la table, dire on va aller prendre un café avec les boys, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu, peu importe. Oui, c'est beau, là. Mais quand ça sonne, il faut que tu sois prêt. Oui. Tu sais, avec Flash Formation, quand je donnais mes formations, une des premières choses que je parlais, c'était que l'opérateur de pompe ou le secteur alimentation en eau, ça se trouve avec la défensive au hockey. Okay. Tu sais, la défensive au hockey, là, si tu as une game de hockey et que ça finit 6-0, tu as gagné 6-0, bien, la défensive, tu n'entends pas parler. Pourquoi? Parce que ça a bien été. Oui. Mais à l'inverse, si tu perds 6-0, c'est la faute à qui? C'est la faute des attaquants? Non, c'est la faute de la défensive. Mais la défensive, c'est ton opérateur de pompe. C'est lui qui donne l'eau. C'est lui qui sort le puck de la zone. Fait que l'importance de l'alimentation en eau, c'est pas à négliger, là. Ah non, absolument. Puis, tu sais, je pense que les responsabilités de l'opérateur de pompe, ça se doit d'être des gens rigoureux. Tu sais, tu l'as dit, dans sa vérification, on cherche à connaître notre équipement, notre façon que notre véhicule fonctionne pour qu'on n'ait aucun doute quand va venir le temps de s'en servir. Puis en quelque sorte, c'est quasiment les yeux fermés, puis ça devienne inné, là, nos manœuvres de pompe. Puis je sais que tu dis souvent des choses comme être prête une shot d'avance. Ça, on t'entendait souvent dire ça. L'opérateur de pompe, il faut être prête une shot d'avance. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Écoute, quand on dit un coup d'avance, quel que soit le véhicule, là, mais mettons, là, on parle de pompe actuellement, être prêt à un coup d'avance, c'est exemple au feu. Tu es au feu, tu as donné ta lance de premier secours, OK, parfait, ou tu t'es alimenté, exemple, méthode A. Bon, parfait. Est-ce que le feu va prendre de l'intensité? Est-ce qu'on va monter au niveau en alerte multiple? On va tomber en deuxième alarme, en troisième alarme, je ne sais pas. Bien, tu n'es pas tout seul sur l'intervention. Hein? Tu as d'autres opérateurs de pompe qui sont là, qui est peut-être stationnés à 100 mètres, 200 mètres, coin de rue voisin, peu importe, mais communique avec lui. Communique avec lui, viens-t'en, quel que soit son nom, on va l'appeler Martin. Écoute, Martin, viens ici. Advenant le cas que j'ai besoin plus d'eau, que tu me suralimentes, qu'on tombe en méthode semi-pro, pro, peu importe, j'ai besoin de 2 lignes, tu me drops tout ça ici, ta prochaine bonne fontaine est au coin. Si j'ai besoin de plus d'eau, voici ce que j'attends de toi. Donc, c'est de préparer ces shots-là. C'est de dire, OK, le prochain jet qui va se donner, peut-être qu'il va s'en aller au toit. Écoute, je vais sortir un 3 pouces tout de suite, division-réduction à la porte. Ça reste à sec. Mais t'es prête. Ouais. Et non courir, à être en retard, toujours être un coup en retard. De l'eau, j'en ai-tu assez? Je suis sur mon réservoir? Est-ce que je suis alimenté? Donc, c'est de prévoir l'imprévisible. C'est ça, être un coup à l'avance. De prévoir la lame suivante, finalement. Puis, tu sais, on en parlait un peu plus tôt aujourd'hui ensemble, là, quand on s'est rencontrés. Tu me disais, tu sais, le rôle de l'opérateur sur une intervention, c'est pas juste l'alimentation en eau, c'est autre chose. C'est quoi les responsabilités ou qu'est-ce qu'on doit s'attendre de l'opérateur de pompe sur une intervention? Écoute, l'opérateur de pompe, en quelque part, tu sais, quand tu regardes, je te donne un exemple, dans le secteur de la caserne 27 où j'ai travaillé pendant 13 ans, ouais. Ça avait l'air d'une pièce de théâtre. Tu sais, quand il y avait un feu, là, c'était beau à voir. Tu sais, moi, à ce moment-là, j'étais principalement chauffeur d'échelle. Mm-hmm. J'avais, comme on dirait dans ma tête, tout le temps de regarder la pièce de théâtre parce que je faisais mes opérations. C'était facile pour moi, évidemment, là, parce que je connaissais mes affaires. Mm-hmm. Mais j'aimais ça regarder les opérateurs de pompe aller en même temps, voir l'autre échelle en train de dresser tout ce setup-là. Bien, quand tu es, exemple, opérateur de pompe, ben, faut pas que tu attendes les shots de ton officier. Nous autres, les officiers là-bas, là, très, très, très rarement, à moins d'un besoin spécifique, nous disaient écoute, on va faire une méthode A, mon gars. Tu sais. Ben non, on tourne le coin, ça brûle, c'est méthode A automatique, on drop 2 lignes, on s'en va, on dépasse le feu de 150 pieds. C'était des automatismes. Donc, les opérateurs savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Tu sais. Mais à un moment donné, je suis allé dans un autre secteur et moins d'expérience et moins de personnes pour les entourer, peut-être adéquatement aussi. C'est pas la faute des gars. C'est un manque de formation, un manque de connaissances. Mm-hmm. Et là, tu voyais que la pièce de théâtre, c'était pas tout à fait la même affaire. C'était moins bien rodé. Ou Beaucoup moins bien rodé, beaucoup plus de stress, malgré que ça pouvait être juste un petit feu. Mais le stress qui embarque, c'était palpable. Mm-hmm. Mais pourtant, ça devrait être automatique. Donc, l'officier, lui,
dans le secteur, exemple, de la caserne 27, où il y avait plus d'expérience, mais l'officier s'occupait de son bâtiment, de ses communications, de qu'est-ce qu'il avait à gérer, de son personnel. Il ne s'occupait pas des camions dehors. Pourquoi? Parce qu'il savait que les gars faisaient qu'est-ce qu'il avait à faire. L'opérateur, c'est lui qui a les connaissances au niveau de son véhicule. Mhm. Le capitaine qui est dans le véhicule avec lui, ou le lieutenant, il n'a peut-être jamais été opérateur de sa vie. Ouais. Tu sais? Fait qu'en quelque part, tu es une équipe. Ben l'équipe, tu as des bons défenseurs, tu as des bons attaquants, tu as un bon gardien de but, tu as un bon coach. Ben c'est ça. C'est ça, une équipe à la caserne. Donc l'opérateur de pompe, ben, il fait sa job, puis c'est ça. Tu sais, puis j'aime ça parce que tu sais, tout le monde a son rôle, ses responsabilités. Un opérateur de pompe, toi, dans ta vision, c'est l'expert de son véhicule. Il connaît, il sait comment l'alimenter, il sait quoi faire dans telle ou telle circonstance. Fait que c'est un peu lui qui est responsable de tout ce qui porte à l'alimentation en eau. Là. En tout cas, dans les premières minutes en arrivant, là, c'est le mandat qu'on souhaite qu'il aille. Là. Exactement. Puis ça, c'est une autre affaire. Tu sais. On parle d'intervention, là, d'arriver le premier sur l'intervention. Là. Plus que tu vas connaître ton véhicule, plus tu vas connaître tes manœuvres, ben, tu vas regarder ça. Tu sais, je reviens avec la pièce de théâtre, mais tu vas être comédien dans ta pièce de théâtre. Tu vas être le comédien principal. Puis, tu sais quoi, ça va bien aller si tu connais tes choses. À partir du moment que le stress embarque, puis que tu connais pas bien tes choses, je te dis, ça sera pas drôle, là. Tu sais, je te donne une petite anecdote de même. On donnait des formations ou des mises à feu avec Flash Formation. Tu sais, on a donné dans le secteur du lac Saint-Jean à un moment donné. Tu sais, on n'aimera pas personne, c'est pas important, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que je me suis mis... À l'époque, il n'y avait pas de formation donnée par Flash Formation au niveau alimentation en eau. Oui, ça a commencé avec les mises à feu. Oui, ça a commencé en réalité, cette histoire-là, avec les mises à feu. Puis pendant les mises à feu, les gars se disaient, ben voyons, on dirait que je connais pas grand-chose. OK, qu'est-ce que tu m'expliques là? Hey, je veux savoir, Tout le monde voulait tout savoir, au point que j'ai eu des opérateurs qui disaient, ah, regarde, ça te dérange-tu? La prochaine mise à feu, je reste avec toi, je ne vais pas en dedans, je ne vais pas au feu. Je veux rester avec toi. Parce qu'ils voulaient tout savoir. Et là-dedans, à un moment donné, l'anecdote, c'est que j'ai eu un opérateur d'un petit service là-bas qui sort peut-être 100 fois par année. Mm-hmm. Puis lui, ce qu'il est venu me raconter après la semaine de mise à feu qu'on avait faite, il est venu me dire, Luc, il dit, je voulais juste te remercier. J'ai dit, OK, mais ça me fait plaisir. Non, attends un petit peu. Il dit, moi, là, tu le sais peut-être pas, là, mais les nuits que je savais que j'étais l'opérateur numéro 1, que j'étais le premier à prendre le véhicule, ces nuits-là, je dormais pas. Ah oui, hein? Et je dormais pas, pourquoi? Parce que je ne connaissais pas, mon véhicule. Mais là, tu sais quoi? Tu m'as tellement montré de belles affaires, et pourtant, c'était pas la formation, c'était... Je donnais de l'information sur le tas, tu sais. Ouais. Et je l'ai aussi aidé à se calmer. Fait qu'il dit, à cette heure, à toutes les interventions qu'on va avoir, je vais penser à toi. Je vais commencer par me calmer. Et déjà là, je comprends beaucoup plus qu'est-ce que je fais. J'ai déjà hâte que ça sonne. Ah, c'est cool, ça. D'entendre des commentaires comme ça, écoute, c'est très, très gratifiant. Ben oui. Puis c'est le fun de voir que tu peux faire la différence, c'est d'aider des jeunes pompiers comme ça. Puis lui, qu'est-ce que j'y ai montré? Ben, il va le montrer à d'autres personnes. T'sais, donc, tout s'enchaîne là-dedans. Hein. C'est important de transmettre nos connaissances. Puis, je suis content que tu parles d'alimentation en eau, comme on peut dire plus rural. C'est le cas du pompier dans la situation que tu parles. Là. C'est bien beau être en alimentation dynamique. On est sur des bornes fontaines, on connaît notre réseau, tout le kit. Moi, dans le service incendie où je suis, ben, on a les deux réalités. On a des réseaux urbains bien développés où l'alimentation en eau, c'est pas un gros enjeu. Puis, on a des territoires où on est dépourvu de réseau d'aqueduc. On doit transporter l'eau, on doit s'organiser pour s'alimenter. On parle souvent de deux méthodes là, qui commencent à être pas mal connues. Les piscines, c'est assez répandu. Et là, on arrive avec les nouveaux véhicules, des autopompes citernes, dans lesquels on fait de la technique de la nourrice, ou le nursing, si on veut. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus de ça. Écoute, oui, la nourrice, là, le principe est super simple. Okay? Si on prend... évidemment qu'il y a des villes, là, les villes sont équipées de différentes façons. Il y en a qui vont fonctionner vraiment plus avec les piscines, puis qui vont avoir peut-être 2 citernes ou peu importe. Et il y en a d'autres qui sont équipés avec l'entraide de multitudes de citernes qui, là, vont tomber plus vraiment dans un système de... Comment je t'expliquerais bien ça? C'est qu'on bypass finalement les piscines, toujours en alimentant, exemple, avec le citerne numéro 1 qui vient d'arriver, le deuxième qui alimente par la suite, hop, le 1 est vide, ça va s'alimenter, hop, c'est le citerne numéro 3 qui vient d'arriver. Donc, tu es toujours alimenté par un citerne en quelque part. Tu sais.
Si on revient à la nourrice initialement, et il y a des très gros services d'incendie qui n'utilisent pas encore la nourrice, malheureusement, mais la nourrice, en réalité, ce que c'est de venir utiliser le système comme pour grossir ton réservoir de ton autopompe initiale. Ouais. Donc, si ton autopompe a un réservoir de 500 ou de 1000 gallons, peu importe, initialement, tu fais ton attaque initiale, donc ta lance de premier secours avec ce réservoir-là. Ton premier citerne qui arrive, lui, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient juste suralimenter ta première autopompe. Donc, ton réservoir n'a plus 500 ou 1000 gallons initialement, mais tu bénéficies du réservoir de ton citerne. Donc, d'un 2500, d'un 3000 gallons supplémentaires. Et pendant ce temps-là que tu es alimenté, ça te donne du temps pour faire quoi? Ça te donne du temps pour installer tes piscines tranquillement. Tu comprends? Fait que ça se combine très bien, là, ces méthodes-là. Là. Ça se combine parfaitement. Et c'est pas parce que tu as un citerne que là, tu dis, bon, les piscines n'ont plus vraiment de besoin. Non. Tu sais, tantôt, quand je te disais, marche un coup à l'avance. Oui. Bien, installe-toi tout de suite 2 piscines. Est-ce que j'ai un point d'eau dans les alentours proches? Est-ce que j'ai un ruisseau qui passe pas loin, une petite rivière, un lac? Est-ce que je peux installer une pompe portative quelque part qui va venir alimenter mes piscines tout de suite? Parce que c'est beau des citernes, mais je te garantis qu'une seule pompe portative, avec une capacité quand même correcte, là, on ne parle pas d'une petite pompette, là, non, mais d'une pompe, mettons, une 500 gallons, là, 500 gallons d'eau minute, ben, c'est de loin supérieur à un citerne de 3000 gallons. Et de loin, pourquoi? Parce que c'est de l'eau en continu. Oui. Donc, c'est toutes ces méthodes-là qu'on vient parfaire. Ta nourrice, c'est à ça qu'elle sert. Elle vient te donner une durée de temps supplémentaire pour pouvoir faire ton installation initiale adéquate. Tu n'es plus obligé de monopoliser, exemple, tes 8 premiers pompiers à dire on installe nos 2 piscines, on installe notre aspiro, on tombe en aspiration, on envoie un premier jet. Parce que si on parle juste d'installation, mettons, on part de zéro. J'ai pas de jet encore de données, mais je veux absolument m'alimenter dans mes 2 piscines avant de donner mon premier jet. Bien, ça fait en sorte que ça va te prendre environ 8, 9, peut-être même 10 minutes. Faire ton setup de 2 piscines, d'aspiro, de tuyaux pour transférer l'eau d'une piscine à l'autre avant de pouvoir donner ton premier jet. Si ton incendie double d'intensité à chaque minute, ben oui, ben là, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'avec tes 2 piscines que tu vas aller à la guerre? Ben non. Attaque-le tout de suite, ton feu. Ouais. Et bénéficie de ta nourrice. Ouais, j'aime ça. Fait que si tu avais je sais pas, mettons qu'on nomme des avantages d'une technique comme la nourrice, tu parles de mettre de l'eau rapidement, d'avoir accès au réservoir de ta pompe citerne qui arrive, mais si, exemple, l'espace est limité puis l'installation de piscine n'est pas possible, peux-tu faire un feu 100% en nourrice? Oui, en quelque part. Ben, c'est toujours relatif à c'est quoi, c'est-tu une étable qui est en train de brûler? Écoute, des citernes en ligne-en un, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ben oui, c'est sûr. Puis encore là, si ton citerne est capable de te donner quel débit d'eau, s'il est capable de te donner, je donne un exemple, 500 gallons d'eau minute, ben, ça se peut-tu que ton autopompe veut en donner ou les besoins au feu soient de 1000 gallons d'eau minute, donc ton citerne ne sera pas suffisant. De là, l'importance d'installer tes piscines, de créer une réserve d'eau si tu es capable autant que possible, de marcher un coup à l'avance encore. Ouais. La fameuse pompe portative. C'est sûr qu'on veut aller au feu, hein? Puis d'aller au feu, là, si on veut avoir le jet, on veut l'avoir dans les mains, on veut aller combattre, on veut avoir les flammes. C'est ça le trip, là, c'est ça qu'on aime faire. Mais l'importance aussi de l'alimentation en eau, d'aller installer la fameuse pompe portative. Ah non, il ne m'a pas envoyé là-dessus, là, sec. Ben oui, c'est il faut des gars partout, c'est hyper important. Ah, tu l'as dit, c'est la base, là. Puis, tu sais, on avait, pendant une mise à feu, un instructeur chez nous, Nico, qu'on a reçu, Nicolas Beaulieu, là. Tu sais, il disait le secteur alimentation en eau, le secteur éloigné, mais non négligeable. T'sais. Exactement. Tout part de là. Hein? Tout part de là. C'est drôle parce qu'on a fait d'autres mises à feu. À un moment donné, on était dans une autre ville, Varennes, pour ne pas la nommer. Et on a fait des super belles mises à feu là-bas. Les gars sont motivés, c'est le fun au bout. Puis, à un moment donné, initialement, quand je faisais l'alimentation en eau, on n'avait jamais d'officier au secteur alimentation en eau. C'était toujours les pompiers, les opérateurs de pompe qui géraient ça. Ouais. Jusqu'à temps qu'une journée, par erreur, un officier a été dispatché, autrement dit, au secteur alimentation en eau pour la prochaine mise à feu. Okay. Et lui, quand il est arrivé là, puis qu'il a vu tout le setup qu'il y avait là, on avait 4 piscines, 2 autopompes en aspiration, des citernes, alimenté par des pompes portatives. En tout cas, on avait du stock quand même pas pire.
Et là, il s'est aperçu de toute la logistique qu'il y avait là. Mais à partir de là, lui, il a levé la main, il a dit, écoute, il faut être formé. Là. Il faut que les officiers, il faut un officier alimentation en eau pour gérer tout ça. Ah oui, c'est du stock, là. C'est exact. Ça devient comme un atout dans le jeu, cet officier-là aussi. Là. Ben oui, totalement. J'aime ça parce que je sais que ça, l'alimentation en eau en milieu rural, là, que ce soit les citernes ou le nursing, ça touche probablement la majorité des services incendies au Québec. Là. C'est ça la réalité du terrain. Là. Avant d'être à Mirabel où je suis, j'ai passé par d'autres services, puis c'est fou à quel point c'est primordial. Les 5 premières minutes de l'intervention vont dicter le reste de ton intervention. Puis de bien s'alimenter dès le départ, puis de savoir ce qu'on fait, c'est de l'art. Là. Effectivement, c'est de l'art. Tu me parles de ça. Là, les connaissances, tout ça, c'est hyper important, évidemment. Mais il y a un autre facteur qu'on néglige un peu, si on peut dire, là, c'est la communication. La communication, là, sur une intervention, souvent, on dit « Hey, ça a mal été, Astic, au départ. Là. Pourquoi ça a mal été? Mauvaise communication. Il y en a un qui est rentré, il y a un camion qui est rentré de face, l'autre qui n'était pas à sa position. Ouais, j'ai compris telle affaire. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ben, écoute, le stress nous fait faire des affaires, mais la communication dans la vie, c'est la base de tout. Tu sais, la communication, même chez vous avec ta blonde, avec tes collègues de travail, avec des amis, en tout temps, la communication, c'est la base de tout. Et au feu, encore plus. Oui. Ben, tu parles de communication, ça m'amène à une autre question. Luc, dans ton parcours, tu as été opérateur, tu as été en quelque sorte un leader informel dans les casernes. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne prend pas nécessairement un grade sur ses épaules pour faire preuve de leadership puis influencer. La question que je veux te poser, c'est comment est-ce que tu as arrivé à influencer les choses dans la caserne sans être officier, sans être en position hiérarchique? Écoute, faudrait que je recule loin en carrière. Ouais. La première des choses, là, je pense que tu viens avec déjà la base avec un petit côté leader. Ça part de ton enfance, de ton adolescence, peu importe, que là, tu es capitaine dans ton équipe de hockey, que tu organises des affaires, tu es toujours le premier en avant. Tu es un leader, mais un leader positif, je parle. Parce que dans la vie, tu as des leaders négatifs qui vont en tirer des personnes plus faibles, des négatifs qui vont influencer de la mauvaise façon, qui ne vont pas faire grandir le monde, mais qui vont plus chercher à contrôler le monde pour que ça fonctionne à leur manière. Donc, le côté leader, on va appeler ça leader positif, si on peut dire, ça part très jeune dans la carrière. Puis, ce que je vais dire là, je vais nommer certains noms, OK? Mais les noms que je vais nommer, c'est parce que c'est toujours positif. Les noms négatifs, je peux nommer des situations, mais jamais je vais nommer de nom là-dedans, parce que c'est pas l'objectif. Mais mon premier leader positif, ou un de mes premiers, j'ai eu un premier lieutenant, Jean-Marc Bergeron, qui était d'un calme, mon gars, là. Même au feu, en dedans avec lui, il était comme, attends un petit peu, regarde ça. Ouvre le plafond, regarde le feu, qu'est-ce qu'il fait là? Il m'expliquait des affaires dans un calme déconcertant, mais c'était le fun. Tu sais, je me serais assis avec lui au feu là-dedans, en prenant une petite bière et en jasant avec, tellement c'était le fun. Puis après ça, par la suite, je suis tombé dans l'équipe d'instructeurs, instructeur des chauffeurs-opérateurs, le 935 à Montréal. Et là, j'ai eu la chance de travailler avec Paul Turnin, entre autres, qui était mon premier lieutenant-instructeur. Un gentleman, un travaillant, un gars avec un savoir-être immense, qui était prêt à se donner pour tout le monde, pour faire grandir tout le monde. T'sais. Fait que ça, ces gars-là, ces exemples-là que tu vas chercher, ou, je vais t'en nommer un autre vite fait que beaucoup de monde connaissent, Michel Viault. Oui. Michel Viault, ça a été un de mes premiers éligibles ou lieutenant même à ma caserne à l'époque. Ah oui, c'est vrai? Wow. Ouais, et c'est des gars que je suis allé chercher des exemples. T'sais. Fait que tous ces gars-là, leaders positifs, je suis allé chercher deux exemples de « Hey, c'est le même que je voudrais être ». Ouais. Mais c'est pas juste je voudrais être de même, deviens-le. Ouais. Mais j'ai pris aussi des exemples de leaders négatifs. Pourquoi j'ai pris ces exemples-là, que je les ai mis dans mon bagage pour dire hey, ça, c'est drôle ça que je veux pas devenir. Ah, c'est ça. Garder en mémoire, tu sais. Fait qu'un bon leader, il te faut de l'ouverture, il te faut de la communication. Tu détiens pas la vérité, loin de là, mais tu as une ouverture pour écouter les histoires de tout le monde, finalement. C'est quoi ton point de vue? T'sais, tu vis quoi de cet incite? Pourquoi tu agis comme ça? T'sais? Donc, si on revient à
à ta question qui était Ouais. comment tu fais pour devenir un leader dans une caserne sans être Officier. officier, sans être Ouais. gradé. Mais pour moi, personnellement, là, des grades dans une caserne, c'est comme ça n'existe pas. On est des collègues de travail. Hein. Les grades, pour moi, c'est quand tu te ramasses sur une intervention. Sur une intervention, ben moi, j'ai toujours pris soin de, et c'était automatique de dire, d'appeler mon capitaine, capitaine, tu sais. Mhm. Et non, hey, Steve, écoute, non, non, il y a des citoyens qui sont là, il y a une hiérarchie à respecter, il y a un ordre. Ben, c'est comme ça. Tu sais, je parle à mon lieutenant, hey, lieutenant, j'aurais besoin de, tu sais, on Ouais. va se parler comme ça. Si, lors d'une intervention, il me donne un ordre quelconque, je vais faire l'ordre quelconque. Et si j'étais totalement en désaccord avec ça, ça ne sera pas sur l'intervention que je vais jaser de ça. Ouais, ça Ça va. va être en revenant à la caserne. Mhm. Tu sais. Donc, si on revient à la caserne, comment on fait pour influencer? Je pense que ça se fait de façon, je te dirais, automatique, tu sais, ces affaires-là. Pourquoi? Parce que si on parle, mettons, du rôle, tu sais, au niveau, mettons, je te parle de leadership. Tu sais, Mhm. le leadership, là, tu as grosso modo c'est pas grosso modo, tu as 5 niveaux de leadership. Tu sais. Mais le premier, c'est la hiérarchie. Donc, tu vas être respecté. Pourquoi? Respecté parce que tu as des bananes sur les épaules. Tu sais. Ouais. Parce que tu es l'officier, parce que tu donnes des ordres. Tu sais. Mais le respect, il va se limiter à ça, peut-être, si tu n'es pas un bon leader. Mhm. Tu sais, pourquoi? Parce que tu n'es pas capable de communiquer avec le monde. Tu n'es pas capable d'être à l'écoute, d'avoir de l'ouverture, tout ça. Donc, le monde va te respecter. Pourquoi? Pour ton simple grade. Mais jamais tu vas aller plus haut au niveau du leadership, si on peut dire. Ouais. Comprends? Donc, pour moi, ça a été chanceux. C'était comme probablement idée dans moi, dû au bon exemple que je suis allé chercher en carrière, de qui je voulais devenir, de l'image que je voulais projeter. Puis, dans la vie, l'idée, c'est de faire grandir, hein, de faire grandir les autres. Tu sais comme moi que descendre quelqu'un, il n'y a rien de plus facile à faire. Hein. Un leader négatif va descendre les gens, mais en quelque part, ça n'a pas vraiment d'impact. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas d'impact, ces gars-là. Ouais. Tu Ouais, c'est facile de rabaisser. Puis, tu me donnes 30 secondes, je peux rabaisser quelqu'un comme je veux, mais ça va donner quoi? Ça va-tu me faire grandir? Ben non, ça va me rabaisser. ouais. Fait que l'idée, c'est de prendre, quel que soit le pompier, qu'il soit nouveau, qu'il ait de la misère au bout, qu'il ait une mauvaise passe, bien, l'idée, c'est d'aller le chercher, puis de le faire grandir, puis de lui montrer aussi comment ça fonctionne. Donc, est-ce que tu as besoin d'un grade pour faire ça? Absolument pas. As-tu des exemples de moments où, on peut le dire comme ça, là, mais le rôle du pompier d'expérience, là, entre guillemets, le bonhomme dans le poste, là, as-tu des exemples de choses que tu as pu faire au travers de ta carrière où tu as vraiment fait une différence, où tu as influencé dans ton équipe? Écoute, influencer, oui, c'est sûr que le bonhomme, il y a de l'influence dans une équipe, ça c'est clair. D'exemples qu'on fait, écoute, c'est au quotidien ces exemples-là, en quelque part. Là, c'est pas des choses qui sont forcées non plus. À quelque part, c'est comme si on fait un peu une job d'officier, si on peut dire, pour... Comment je voudrais bien te dire ça exactement? Le bonhomme dans une caserne, là, c'est le père de famille. Ouais. Hein? Le père de famille qui a 8 enfants, là, puis j'exagère un peu dans mon histoire, là, Ouais. mais qui va pas accepter le manque de savoir-vivre, le manque de savoir-être, qui va pas accepter qu'il y ait des chicanes niaiseuses. Faut que les gars se fassent des carapaces. Oui, faut qu'on se taquine, faut qu'on ait du fun. Mais quand tu te mets à avoir quelqu'un qui se met à plus juste taquiner, mais tomber dans le personnel, c'est là qu'est le problème. S'il se met à avoir de la chicane dans la caserne, ça marche pas. Si les affaires se mettent à aller tout croche, que les gars commencent à se traîner les pieds, puis qu'il y a un manque de professionnalisme, ou quel que soit le domaine, la job du bonhomme, c'est de venir mettre de l'ordre. Mm-hmm. Puis tout ça, ça se fait de façon naturelle. J'ai jamais levé le ton de ma vie, ni chez nous, ni à la caserne, ni avec personne. C'est beaucoup plus comme ça que tu vas te faire respecter du monde. Pourquoi? Parce que jamais tu cries après le monde. On discute. Si tu manques de vocabulaire, que tu as des mots ou que tu as de la colère, de la frustration en toi, bien, prends les mots, prends le temps de le dire. Puis évite aussi de parler à voix haute de vis-à-vis le monde, autrement dit. Exemple, on est à la table, puis tu as quelque chose contre quelqu'un, de le dire à voix haute, mais ça va te donner quoi? Ouais. De faire en sorte que les faibles vont aller se coller sur toi pour t'appuyer. Quoi, tu vas te sentir meilleur? Ouais. Puis les bonhommes aussi, une autre affaire. Les bonhommes, c'est des gars souvent qui ont plus d'ancienneté, qui ont du vécu, tout ça. Mais il y a aussi des bons jeunes bonhommes. Mais malheureusement, il y a plus de,
je vais dire, des moins bons jeunes bonhommes qui ont 4, 5, 6, 7 ans, qui prennent des mauvais plis rapidement. Un peu, je vais t'imaginer ça, c'est comme s'il est en train de jouer au roi de la montagne. Tu sais, les 2 pieds sur le pouf. Ouais, mais moi, le jeune, j'ai 8 ans de date. Est-ce que 8 ans de date, là? À ma dernière caserne où j'étais, dans l'Ouest, certains gars vont se reconnaître, on était la caserne, l'équipe, toute confondue, la grandeur de l'île de Montréal, la plus vieille à travers le service. Pour te donner une idée, une journée, j'ai 29 ans de service, puis c'est moi le cadet sur l'équipe. Fait que les bonhommes, dans l'Ouest, par exemple, je nomme ce secteur-là parce que j'ai fini là, mais il y en a dans des casernes que le gars qui avait le plus de dates dans la caserne, il a 6 ans de date. Et lui, c'est le bonhomme. Mais il n'agit pas de la bonne façon, malheureusement. Il va agir, c'est qu'en étant au-dessus de ses affaires, soit en levant le ton, en jouant « Hey, tu dois me servir parce que je suis plus vieux que toi, je suis le bonhomme. Ben non, mon beau garçon. T'es pas le bonhomme pour pantoute. T'es pas sa bonne trail. Le bonhomme, il est là aussi pour enseigner. Pour enseigner, pour soutenir les jeunes. Le nouveau qui arrive, moi j'aime ça. Mettre des paroles dans la bouche du monde. Des affaires qu'ils n'ont pas dit, tu sais. Mais je te donne un exemple, on arrive à la caserne le matin, on a un nouveau qui est là, qui est à la table. Encore là, il y en a d'autres qui vont se reconnaître là-dedans. Là. On est assis à la table, on est en train de prendre notre premier café, on jase, puis que ça fait de bon cette semaine, blablabla. Puis là, à un moment donné, moi, je vais mettre dans la bouche de notre nouveau cadet, si on peut dire, « Hey, Mathieu, tantôt, tu sais qu'est-ce qu'il me disait? » Il me disait, « Penses-tu que ça serait une bonne idée si je faisais des crêpes un matin? Les gars aimeraient tout ça, tu sais? » Il me disait ça. Ben oui, tu sais, écoute, ça serait une bonne idée, tu sais. Mais pourquoi je fais ça en réalité? C'est-tu dans le but de me faire servir? Ben non, j'ai 2 jambes, puis tu sais quoi, une autre journée, c'est moi qui vais aller faire les crêpes, qui va faire du pain doré, qui va faire whatever. C'était une façon pour toi de démontrer aux nouveaux, ben regarde, ça pourrait être une bonne pratique. C'est de l'inclure dans la game. Puis, allons aussi de se faire comprendre que là, aujourd'hui, c'est toi qui sers le café, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça, mais une autre journée, ça va être un autre, tu sais. Tu deviens pas comme la petite boniche de service, là. C'est pas ça, mais pas du tout. T'sais, c'est de participer, puis c'est de t'inclure, puis c'est d'aller te chercher, puis c'est de te rentrer dans notre équipe de hockey, finalement. Et non de te mettre à l'écart ou de t'écraser. Nous autres, on veut que tu deviennes one of the boys, tu sais. Et one of the boys, ça peut être une fille aussi. Oui. Mais juste de faire partie de l'équipe, de se sentir inclus. Fait que, toi, c'est des exemples que tu as utilisés pour inclure, si on veut, les nouveaux ou les plus jeunes. Ça a été de leur mettre des mots dans la bouche, comme tu disais, juste pour qu'ils comprennent la game de « Hey, OK, c'est parce que si je te dis ça, là, c'est comme plus un conseil, mais dans le but de t'inclure. » Exactement. Ça, c'est un exemple avec des jeunes qui viennent d'arriver. Mais des exemples, il y en a plein. Mais il y a aussi le côté discipline. Ça pouvait arriver même régulièrement, je te dirais même, que j'arrivais à la caserne après une semaine de vacances ou une journée d'échange de temps. Puis les gars m'attendent déjà à la porte. Hey, Luc, on a de quoi te compter. Là, fait que, évidemment, quand ça m'attend à la porte, normalement, c'était pas pour me compter quelque chose de très positif, mais plutôt pas mal à l'inverse, de négatif. Et c'est déjà arrivé que j'ai eu à avoir des discussions, pour ne pas dire chicaner, des officiers, de d'autres équipes. Puis je ne vais pas nommer personne là-dedans, mais ces gars-là, ils ont eu un manque de savoir-être, un manque de savoir-vivre, un mauvais exemple, une mauvaise influence. Donc, ils deviennent des leaders négatifs de vis-à-vis peut-être leur jeune équipe. Mais ces gars-là, que tu sois lieutenant, capitaine, chef, pour moi, ça ne change absolument rien. L'important, c'est le savoir-être là-dedans. Fait que ces gars-là, j'ai fermé la porte. Je suis allé m'asseoir avec eux autres, puis j'ai expliqué comment ça devrait marcher. Puis, est-ce que tu dirais que les gens avaient tendance à demander ton opinion ou à chercher à savoir un peu, toi, ta vision d'un événement ou d'une situation, justement parce qu'ils croyaient en ton savoir-être puis ton opinion est importante pour eux autres? Écoute, oui. Oui, carrément oui. C'est pas pour m'envoyer des fleurs. Là. Il y en a plein d'autres bons leaders positifs dans le job, des exemples que j'ai eus, des gars qui ont fini à l'état-major, des Martin Farmer, des gars comme ça, des Michel Viau, Steve Brisebois. J'en ai plein de gars là, que je pourrais te nommer comme ça. Moi, je fais juste partie de cette équipe-là, finalement. Là, donc, l'influence qu'on peut avoir sur d'autres personnes,
ben tant mieux. Puis ces influences-là, on ne les sait pas tout le temps non plus. Hein? Ouais. Ce qui est le fun des fois, c'est que plusieurs années plus tard, tu dis « Hey, on parlait de toi à Caserne. » Ah ouais, ben ça, vous parliez de moi. Puis ça peut être pour des histoires de bonhomme, de leader positif, de formation, de quel que soit. Mais quand ton nom circule encore plusieurs années plus tard, ben c'est positif. Ça fait chaud au cœur d'entendre ça pareil. Puis pourtant, tu ne le fais pas dans cette optique-là. Tu as laissé ta marque. Tu laisses ta marque. Puis il y a plein d'autres gars qui ont laissé leur marque aussi. Puis il y a des leaders négatifs qui ont laissé leur marque aussi, mais pas pour les bonnes raisons. Pas pour les mêmes raisons. Ben non. Ben écoute, le temps file, Luc. Je veux qu'on oriente un peu nos dernières questions ensemble. Moi, j'ai envie que tu nous donnes un conseil. Quand tu vois des nouveaux pompiers qui débutent leur carrière, quel conseil tu leur donnerais par rapport justement au savoir-être ou à l'attitude qu'ils devraient adopter? Écoute, d'écouter plus que de parler, d'être ouvert d'esprit, de prendre le temps là, d'être au-devant du monde un peu, là, de regarder, là, de ne pas hésiter à poser des questions, d'aller voir justement les bonhommes ou quel que soit, là, d'aller se coller sur ceux qui voient qui sont bons, autrement dit, pour aller chercher de l'information, de s'impliquer, de participer, on vit dans une société, malheureusement, de plus en plus individualiste. Ouais. Et ça nuit énormément, dans mon livre à moi, au service. Parce que les gars sont rendus individuels, ils sont assis à la table le matin, ils viennent de rentrer, là, ils sont déjà sur le cellulaire, puis ils ne parlent pas avec leur partner d'en face. « Hey, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? » Ben non, ils ne parlent pas de ça. Pourquoi? Parce que c'est important, tu es en train de checker des vidéos sur Facebook. Ouais. Vis ta vie, mon homme. Évolue, sois ouvert, sois au-devant, sois fin avec le monde. Ouais, c'est important. Sois à l'écoute. Ça ne veut pas dire de te faire piler dessus, là, de te faire ridiculiser. Ça n'a rien à voir à ça. Ça a rapport à vouloir être dans la gang, être one of the boys, tu sais. Ouais. Ben, c'est des bons conseils. J'espère que les jeunes pompiers qui débutent écoutent ces conseils-là, qui nous viennent justement d'un bonhomme, un sage. La dernière question que je te poserais, c'est si tu avais le choix d'une valeur ou d'une tradition que tu aimerais qu'il perdure dans le job de pompier. Je sais qu'il y en a plusieurs, sûrement, là, mais laquelle que tu dirais, ça, là, j'aimerais ça que ça demeure. Écoute, oui, il y en aurait plusieurs. Là. Une qui me vient en tête, là, c'est l'esprit d'équipe. Écoute, l'esprit d'équipe, là, on est en train de la perdre. Il y a des équipes encore qui sont fortes, qui sont bonnes, qui sont solides, que les gars veulent. Mais malheureusement, c'est en train de se perdre, puis on le voit grandement. Toujours à cause du côté individualiste, mais il y a aussi les nouvelles horaires de travail, sont le fun, des horaires 24 heures, 7 jours sur 28, OK, parfait. Je ferais remarquer que c'est 42 heures semaine pareil. Mais ça fait en sorte qu'aussi, à l'époque, là, après nos 4 jours de jour, notre semaine de jour, c'était quoi le happening qui s'en venait, qu'on avait hâte? Ben, le jeudi, c'était la bière. Le jeudi, c'est le jeudi de la bière. On s'en va à la bière. Où c'est qu'on s'en va le jeudi? Ouais. On s'en va à la bière, notre petit 5 à 7 ou 5 à 10 ou peu importe, 5 à minuit. Mais on avait du fun. L'esprit d'équipe qu'il y avait là, ça l'upgradait. On se faisait des activités. On finissait de travailler le matin, on s'en allait jouer au hockey. On avait des ligues de hockey. Ça allait jouer au golf. Il y avait plein d'affaires qui s'organisaient. Et ça faisait en sorte que l'esprit d'équipe, elle se multipliait, si on peut dire. Ouais. Mais aujourd'hui, tu finis de travailler à 6 heures le matin. On va-tu à la bière? Mais je pense que non. C'est fait que chacun s'en va, chacun sur son bord. Mais il y a moyen probablement de conserver cet esprit d'équipe-là. Oui, il y a moyen. Puis créer des événements. Faites des choses. Planifiez-les à l'avance. Si tu planifies une semaine avant, il y a des grosses chances que ça ne marche pas. On a tellement de responsabilités, tout le monde. La vie va mais vite. Je te donne un petit exemple comme ça. On a fait notre party d'équipe, nous autres, la semaine passée. On travaille au tunnel. Il y a bien des gars de la Rive-Sud, Saint-Hyacinthe, tout ce secteur-là. Mais le happening, on l'a fait où? On l'a fait à Mirabel. On est allé à E-Car. On est allé faire du go-kart. Oh, wow, cool. Cette idée-là venait initialement de Steve Brisebois, qui est notre fondateur Flash Formation, évidemment. Mais c'est lui qui avait eu l'idée initiale qu'on était allé là dans le temps avec la caserne 59, puis tout, du fun. Puis ça après ça, liens. Ben oui, ça tisse des liens solides. Là, tu t'en vas faire de la mini-Formule 1, si on peut dire. Puis après ça, on a fini ça chez nous. Un souper, barbecue, puis une coupe de bière. Puis après ça, OK, ciao, bye, on se revoit à la caserne. Mais
on va en parler, on en parle cette semaine, on en parle le mois prochain, l'année prochaine, tu sais quoi, ben, on veut y retourner encore. Ouais. Tu sais, c'est de même qu'on tisse des liens et qu'on va au-delà. Et ça nous permet aussi d'être avec les femmes, de connaître le monde. Tu sais, quand tu parles de ta conjointe, à cette heure, si tu me dis Sophie, Martine, ou peu importe, mais là, tu sais, tu as un visage. Ouais. Tu as un visage, là, tu sais, tu tombes plus dans le personnel avec le monde. Fait que c'est comme ça qu'on forme des esprits d'équipe. Tu sais, Luc, j'aime ta philosophie parce que moi, ça me rejoint beaucoup, là. Tu sais, l'importance de tisser des liens, l'importance des relations qu'on a dans une caserne au travail, en dehors du travail. Je pense que ça facilite notre métier qui n'est pas toujours facile. Puis, tu sais, les pompiers, on est souvent bons pour pointer du doigt, pour se plaindre. Mais à la base, si on apprend à se connaître puis on travaille ensemble, mon Dieu, que c'est plus facile et c'est plus agréable. Hein? C'est beaucoup plus agréable. Écoute, la caserne, dans quelque part, ça devient... Quand tu tisses des liens solides, là, ça devient comme une famille. Tu sais, quand j'ai pris ma retraite, là, anecdote, j'ai pris ma retraite là, 2 ans et demi, quelque chose de même. Là. J'étais jeune, j'avais fait mes 30 ans de service pareil, mais je te dirais que j'ai tellement... C'est sûr, c'était le début de la COVID, puis que je travaillais à la construction aussi, mais tout a tombé à zéro d'un coup sec. Tu sais, ben, à ce moment-là, là, je te dirais que ma famille de la caserne me manquait de façon, je te dirais même démesurée à la limite. Là. Parce que moi, dans ma vie, ce que j'avais appris, c'était travailler. Mais le côté social, que tu t'aperçois pas à un moment donné, ben, quand tu prends ta retraite et que tu disparais de là, c'est comme, wow, qu'est-ce qui vient de se passer là? Sont où mes collègues, mes amis, mes confidents? Tu comprends? C'est important. Là, une retraite, ça se prépare. Ça se prépare. Hein? Ouais. Vous êtes peut-être loin de là, la grosse majorité, là, mais ça se prépare, je vous le dis, puis ça vient beaucoup plus vite que vous pensez. Parce que quand vous aimez votre job, ça passe vraiment comme un claquement de doigts. C'est terminé, mon boy. Ouais. Tu fais partie de l'histoire. Fait que c'est ça. Laissez une trace positive, les boys. Ben, sur ces paroles, je pourrais pas terminer le podcast mieux que tu viens de le faire, Luc. Fait que ben, ça a été super agréable de te recevoir. Je sais que des anecdotes, des sujets de discussion, t'en as un puis un autre, puis peut-être qu'on enregistrera une autre émission ensemble pour approfondir cette discussion-là. Je te remercie énormément de ton temps, de nous avoir partagé tout ça. Puis je te souhaite une semi-retraite, on peut dire? Oh, semi-retraite. Ben, passe du bon temps, profite-en, c'est mérité. Ben, merci beaucoup, Marc-Antoine. À bientôt. Salut tout le monde. Salut.